Bonsoir à tous. Donc, merci à la Maison de la Philosophie de m'accueillir ce soir. Je ne connaissais pas votre association, à vrai dire, et quand j'ai vu après son programme, j'ai été impressionné. Peut-être aurais-je l'occasion de venir écouter d'autres intervenants. Donc, vous m'avez invité pour parler des guérilleros espagnols, principalement à Toulouse, et c'est ce que je vais m'efforcer de faire. J'en parle de plusieurs points de vue, mais le point de vue principal, au fond, c'est que je suis depuis un certain temps un membre d'une association qui s'appelle l'Amicale des anciens guerriers espagnols en France, Force française de l'intérieur. Pour aller plus vite, nous disons, parce qu'on a l'habitude, AAGEF-FFI. Et puis, bon, par ailleurs, je suis intéressé par ce thème depuis très longtemps parce que j'ai baigné mon enfance, ma jeunesse. Enfin, je suis fils d'Espagnols qui, comme on disait à l'époque, étaient des réfugiés politiques, mon père et ma mère. Donc, mon père est venu comme soldat et ma mère, elle avait une douzaine d'années, un peu plus, quand elle a passé la frontière. Ceci se passe en 1939. Donc, cet héritage familial, euh, évidemment, c'est une espèce de viager quoi, que vous recevez, même si vous ne l'avez pas demandé. Mais au cours de ma vie d'adulte, qui est largement consommée aujourd'hui, euh, nous pensions que nos parents étaient éternels, qu'ils étaient très forts pour se défendre tout seuls, et par conséquent, donc, on ne les a pas assistés dans les travaux que par la suite on a entrepris nous-mêmes, enfin, qu'ils avaient fait évidemment. Euh, on assistait, on accompagnait. À cette époque, l'époque où j'étais jeune et large d'épaule, comme dit Renaud dans une chanson, à cette époque-là, il y avait pas mal de manifestations à Toulouse pour soutenir les antifranquistes qui se faisaient emprisonner et quelquefois exécuter. Donc voilà un peu pour cadrer d'où je viens. Euh, il y a déjà un quart de siècle que les gens qui animaient cette association que j'ai mentionnée, dont le siège national est à Toulouse d'ailleurs, donc depuis qu'elle a été fondée ou refondée, mais je ne vais pas faire trop long dans l'introduction, depuis qu'en 1976, elle a pu se reconstituer après quelques péripéties. Cette association a eu beaucoup d'activités de toutes sortes, pas simplement de mettre des fleurs à telle date, mais aussi de faire des recherches pour compléter l'itinéraire de gens qui avaient lutté dans la résistance ici en France. Et donc, à la fin du siècle dernier, donc, il y a un peu plus de 25 ans, 27 ou 28, déjà de mon âge, aujourd'hui, je suis pas loin des 80 ans, mais il y a 25 ans ou 27 ans, nous étions des jeunes par rapport à nos parents, et on est venu nous chercher quelques-uns. Ils ont eu quand même une idée, donc maintenant à mon tour, depuis quelque temps, j'essaye de mettre en œuvre, c'est-à-dire de chercher la relève. Parce que par-delà ce qu'ils avaient accompli, eux qui étaient des anciens résistants, il est clair que les gens qui avaient fondé l'association dont je donne le nom ici, c'était des anciens résistants. Déjà, ils avaient passé la main, c'est-à-dire qu'ils avaient changé, ils étaient en voie de changer les statuts pour permettre que des gens qui n'étaient pas résistants puissent adhérer à l'association. Et s'ils n'avaient pas fait ça, l'association allait périr, faute de combattants, comme on dit. Voilà, donc ça c'est pour introduire le propos. Donc à Toulouse, les Espagnols résistants sont connus et furent à l'époque bien reconnus, mais plus largement, on peut dire que la participation des Espagnols à la résistance est une page de l'histoire de France, pas énorme, mais pas négligeable du tout, même si elle a été quelque peu négligée dans l'autre sens du terme. Cette photo de Dieu-Z, Yann, Jean Dieu-Z, est célèbre. Il y a une petite discussion à savoir si elle a été prise le 3 septembre ou le 17 septembre, mais je ne rentrerai pas dans la discussion. En tout cas, on reconnaît ici notre monument aux morts, comme on l'appelle. Enfin, il a un autre nom officiel, celui qui a été dépassé il n'y a pas longtemps. Et donc, les gens qui défilent là, ce sont des Espagnols qui arborent un drapeau républicain espagnol que nous reconnaissons parce qu'il est à bande horizontale, donc contrairement au drapeau français.
Donc, et les casques qu'ils portent sont des casques allemands qu'ils ont récupérés sur les prisonniers faits lors de la libération de l'Ariège. Je disais donc que c'est une page de l'histoire de France, et quand le général de Gaulle est venu, alors lui, il est venu pour le défilé du 17 septembre, enfin le 16, il était là, et le 17, il y a un défilé, c'est pour ça qu'il y a des discussions pour savoir quelle est la date, mais le 17 septembre, parmi les activités qu'il a réalisées, il s'est rendu à l'hôpital Lagrave pour décorer un certain nombre de gens. Et là, il a décoré un Espagnol, dont vous avez le nom ici, Pablo García Calero, qui était un guerrier de l'Ariège. Il a été blessé dans une bataille assez importante à Castelnau-Urban, où il y a eu pas mal de victimes. On a une photo de lui qui est parue à l'époque, blessé à la tête, en fait. Donc, cet Espagnol a été décoré de manière gaulienne, avant que le terme ait pris de l'ampleur. Vous voyez la phrase qu'il y a. Donc, c'est une phrase qu'on a eu souvent l'occasion de rappeler à des gens qui aimaient le général de Gaulle, mais qui n'ont pas forcément le souvenir de ce propos quand on leur demande d'aider les républicains espagnols. Je pense par exemple à Alain Juppé, quand il était maire de Bordeaux. Je lui avais écrit, je lui avais rappelé ses propos, mais j'ai aussi écrit au maire de Pau. Bayrou. Bayrou, oui, j'allais dire une bêtise, parce que j'allais penser celui de Bétarame. Non, pardonnez-moi, donc Bayrou. Donc Bayrou, donc je lui avais aimablement écrit aussi, parce qu'on voulait que... Bon, parce qu'il se trouve donc que le général de Gaulle, ces propos, on peut les lire, hein, parce que je suis guerrier espagnol, je salue en toi tes vaillants compatriotes, par votre courage, par le sang versé, pour la liberté, pour la France, par tes souffrances, tu es un héros espagnol et français. Pendant des années, donc, cette phrase qui figure sur une plaque sur le monument national de Praiols, que je vais faire apparaître maintenant. Voilà. Sur le monument national de Praiols, dont je dis le mot tout à l'heure, il y a une plaque qui reprend ce propos. Cette plaque, on la retrouve dans les Pyrénées-Atlantiques sur une tombe collective qui se trouve à Buziet. Et puis, on la retrouve, cette plaque aussi, enfin, cette phrase partiellement coupée sur le monument aux morts de Pau. C'est pour ça que j'avais écrit à Bayrou, qui lui n'était pas gaulliste directement, mais en lui disant sur le monument aux morts, vous avez ça, et vous pourriez nous aider en faisant ceci ou cela. Bon, hélas, il n'avait jamais répondu. Alain Juppé lui avait donné une réponse, mais je ne suis pas ici pour m'éloigner trop. Simplement, donc, cette phrase, vous voyez, le général de Gaulle, il a dit ça. C'est important parce que, comme on l'a écrit en différents endroits, qu'il avait dit ça, au bout des années, quelqu'un de notre milieu disait « Ouais, on dit ça, mais au fait, est-ce que c'est vrai que ça a été dit ?» Parce que j'ai cherché dans les mémoires du général de Gaulle, ça n'est pas écrit. Alors la réponse était toute simple, c'est que dans les mémoires du général de Gaulle, il n'y a pas marqué tout ce qu'il a pu dire. Mais ce qu'il a dit là, non seulement c'est sur des plaques, des stèles, mais surtout, c'est sur les journaux de l'époque. Et donc, bon, voilà. Donc, je conclus cette petite enquête de l'époque, puisque on était quand même un peu préoccupés. Effectivement, il ne fallait pas qu'on comporte des choses qui n'auraient pas été dites. Alors, vous avez eu le temps d'examiner ici donc, les vues suivantes. Un fait de l'histoire de France qui a été donc acté par le général de Gaulle d'une façon très valeureuse, et puis qui a été acté aussi par un autre président. Enfin, de Gaulle a été président par la suite, il était président du gouvernement provisoire, puis ensuite président de la République, et puis là, vous avez François Mitterrand, en 1994, dans son second mandat, avec à ses côtés le Premier ministre espagnol, Felipe González. Le monument en question, il avait été inauguré en 1982. François Mitterrand eût pu venir, mais il n'est pas venu. C'est le ministre de l'Éducation nationale qui est venu, qui était donc le résistant, qui a été un des fondateurs du PSU. Là. Le ministre de l'Éducation nationale de 82. Le ministre de l'Éducation nationale, oui. Ouais, ça va me revenir. Non, ça c'est plus tard. Non, c'est pas c'est bien avant. Nous sommes en 82. Ah, purée, c'est le résistant, là-bas, je vois sa tête et tout, là, bon, je ne l'ai pas en photo. Mais donc, celui-là, donc, était
Enfin, Savary? Savary, Alain Savary, merci. Savary. Alain Savary. En plus, on a un Oui, point commun, Savary on est a un venu. Y à la fin, donc j'aurais dû m'en rappeler. Oui, Oui, Savary. Savary. Donc, Savary est venu. Daniel Mitterrand, qui était déjà active dans une ONG du genre de celle qu'elle a présidée par la suite, portée sur les droits de l'homme, avait envoyé un message chaleureux, mais François Mitterrand n'est pas venu. Alors, si on a le temps de la discussion, et si quelqu'un me réclame, même sans beaucoup insister, j'expliquerai pourquoi il n'est pas venu. En tout cas, là, en 1994, il est venu. Le monument de 82, je dois dire que c'est déjà aussi une marque de l'ambiguïté qui pèse sur la réputation et les mérites des Espagnols résistants. Ce monument, ce n'est pas la France qui l'a payé, c'est une souscription populaire, Oui. une grosse souscription populaire. Et puis, il y a quelques communes reconnaissantes qui ont aussi versé quelque chose, notamment en Ariège. Un autre acte important là, pour la reconnaissance des républicains espagnols, c'est devant le monument national dont je parlais. Donc, vous voyez un peu le style, c'est un style béton de l'époque. Ça représente un guerrier avec une mitraillette. Bon, c'est comme ça. Ce monument, c'est une espèce de colosse, puisqu'il est plus grand qu'un guerrier normal. Depuis 1982, où il avait été inauguré, en dehors de Mitterrand et de Felipe González, aucune autorité de cet ordre n'était venue devant. Enfin, il était venu des ministres, oui. Bon, il était venu beaucoup de préfets, des préfètes, quand elles ont commencé à exister. Mais voilà, là, vous avez en bas Jean-Pierre Bel, président du Sénat, qui est venu en 2012, et c'était évidemment un moment important. Il est vrai que Jean-Pierre Bel, il était ariégeois. Alors, il n'était pas venu de loin. Mais on a beaucoup apprécié, et quand, suite à cette rencontre, on lui a demandé de présider une cérémonie à Paris, au cimetière de Pantin, il est venu en grande pompe avec les huissiers, avec les bateaux, enfin bref. Donc, on a quand même réussi à avoir un président de Sénat qui se déplace en banlieue parisienne. Nous, on venait de loin avec le sac à dos. Lui, il venait avec une voiture officielle. Et donc, tout ça, je le dis avec un plaisantant, mais bon, nous avons, comment dire, des bons souvenirs quant à l'écoute et à la mémoire des hommes de responsabilité politique importante. Mais bon, c'est un souvenir balancé. Alors, je ne vais pas parler beaucoup, enfin, je vais parler encore quelques vues de la situation générale avant d'arriver à Toulouse, puisque le titre, c'était Guerriers espagnols à Toulouse. Mais là, je veux quand même présenter une vue qui est ce que les militaires appellent un ordre de bataille. Un ordre de bataille, ça peut être écrit ou ça peut être dessiné avec les moyens de l'époque. Et là, donc sur cette carte de l'Hexagone, donc dans un livre dont je vais tout de suite révéler quel est l'auteur. L'auteur est tout à fait en bas à droite, c'est Miguel Ángel Sanz, qui était un militaire de carrière républicain et qui, par la suite, est un des chroniqueurs de l'histoire des guérilleros espagnols et qui a exercé des responsabilités importantes à la libération. Il était chef d'état-major du mouvement des guérilleros espagnols, Miguel Ángel Sanz. Dans un bouquin de 1971, qui a été publié à Cuba, parce qu'en 1971, Miguel Ángel Sanz, il était plutôt à Cuba qu'en Espagne, il ne pouvait pas rentrer. Franco est mort en 1975, il y a 50 ans. Donc, dans la préface, écrite en espagnol par l'auteur, Henri Roltangui, chef des FFI de l'Île-de-France, explique, donc c'est une autre formule glorieuse qui, à nos yeux, vaut comme celle du général de Gaulle dans un autre registre. Donc, Henri Roltangui, ancien brigadiste en Espagne républicaine, chef donc, des FFI, je vous le disais, notamment à la libération de Paris, donc du 18 environ août là, jusqu'au 25 août, écrit, donc je traduis rapidement, dans plus de 50 départements, depuis les Pyrénées jusqu'à la Bretagne, du Midi et de la Provence, depuis la vallée du Rhône jusqu'aux Alpes, du Jura et de la Savoie, depuis le Massif central, les liaisons ne sont pas tout à fait parfaites, hein, depuis le Massif central jusqu'à la Normandie et la région de Paris, les combattants espagnols ont formé de valeureuses unités de la résistance française. Il n'y a pas une grande ville de ces départements, et en premier lieu Paris, donc là il est qualifié pour le dire, qui n'est pas une dette de reconnaissance envers ses fils et filles d'Espagne. Leurs noms sont unis à la résistance et à la libération de Toulouse et de Bordeaux. Allez,
Juppé, de Nantes et de Rennes, là on a un breton qu'on ira, Saint-Étienne, Lyon, Grenoble, Marseille et autres, beaucoup, enfin, autres nombreuses villes. Et Paris avec la Noël. Paris-Lanoueb. Mais Lanoueb, si vous voulez bien, c'est une remarque tout à fait importante. On pourra en parler précisément, mais moi je vais parler de la résistance intérieure. Et Lanoueb, comme vous le savez, donc, débarque le 4 août en Normandie. Elle fait un périple glorieux, plein d'épisodes avec des morts et des blessés. Et après, il y a son arrivée, donc le 24 au soir à Paris. Et nous avons dans notre association beaucoup de respect. Nous avons participé à beaucoup de cérémonies à Paris en l'honneur de Lanoueb. Et moi-même, personnellement, j'ai pas mal travaillé sur son histoire. Mais voilà, nous, on va parler des guerriers résistance intérieure. Néanmoins, tout à fait à votre disposition pour revenir sur la web, ça sera avec plaisir. Donc, vous voyez, cette carte, elle fait voir quand même quelque chose que je vais préciser un peu plus, c'est que dans la partie, donc, grosso modo, l'ancienne zone libre, hein, donc, les guerriers sont organisés fortement. Là, cette carte, elle est du mois d'août. Et donc là, il y a une trentaine de départements où les guerriers sont organisés de façon forte, avec des brigades. Il est clair qu'au mois d'août, à la veille de la libération de Paris, il y a plus de monde dans les unités combattantes qu'il y en avait 2 ans avant ou 3 ans. Hein. Donc, c'est une carte qui est datée. Trentaine. Bon, ensuite, quand on est au-delà de la zone, l'ancienne zone sud ou la zone libre avant, quand on est dans la zone nord, c'est-à-dire avec y compris la partie Landes, Gironde et en remontant, là, on voit que la structure au mois d'août des guerrilleros espagnols, elle est d'un autre type. Alors, je ne peux pas rentrer dans les détails, sinon j'y passerai beaucoup de temps, mais je vous expliquerai un petit peu pourquoi il y a cette différence. Donc, cet ordre de bataille partiel, parce qu'après, un ordre de bataille, c'est une carte, oui, mais après, c'est plein de textes, de paragraphes et de. Dans le petit texte que j'avais donné à M. Lowen pour présenter la conférence, j'insistais là de façon très synthétique, sur les spécificités de l'engagement des républicains espagnols. Et je crois que les 3 propriétés, qualités au fond, c'est précocité, je mets très précoce, l'engagement dans la résistance en France, la proportion, et c'est pour ça que je mets en tête que le nombre de réfugiés qui restent, tout le monde sait qu'il en est rentré 450 à 480 000 en 39, en février 39, entre l'ouverture de la frontière aux civils qui est le 29 janvier, aux militaires c'est le 29 janvier, le 5 février les militaires peuvent entrer et ça va jusqu'au 13-14 février. Et après c'est fermé. Donc 450 000, 480 000. Quand Pétain reçoit les pleins pouvoirs, voté par une grande majorité, vous vous souvenez là, des 2 chambres réunies en congrès, 80 et quelques, le 10 juillet 1940, il reste environ un tiers de l'effectif des réfugiés espagnols. Alors ça, c'est un sujet aussi que je pointe juste, mais que je ne vais pas traiter. On a aussi travaillé là-dessus. Il y a en 2010, avec mon frère, là, on avait fait une publication dans un colloque à Perpignan, sur les rapatriements collectifs forcés. C'est-à-dire que sur les 300 000 qui ne sont plus là, nous ne prétendons pas que 300 000 ont été rapatriés de force, mais tous ont été encouragés vivement à rentrer dans leur pays, avec un deal, un échange avec Franco. Tu reprends les gens et nous te donnerons les richesses de la République espagnole qui étaient en réserve en France, par exemple l'or de Mont-de-Marsan. Tout le monde a entendu parler de l'or de la République espagnole, mais en général, tout le monde est au courant de l'or de Moscou. Nous, on est au courant de l'or de Mont-de-Marsan, un autre sujet donc, qui était placé par la République espagnole sous sauvegarde de la République sœur, à Mont-de-Marsan, 40 tonnes d'or. Et donc, pour dire aux Espagnols, reprenez vos réfugiés, on leur a dit, on vous rendra l'or et on vous rendra les troupes de chevaux, les voitures, les armes, enfin, tout ceci s'est passé. Et donc, vous voyez que le rapport entre l'histoire de France et l'histoire d'Espagne est très fortement entremêlé par des choses qui sont positives et d'autres qui le sont moins. Donc, la proportion, j'y reviens, si un tiers des réfugiés seulement est resté, certes, ceux qui ont combattu pendant la résistance
ne sont pas que des réfugiés espagnols. Il y a d'autres Espagnols qui étaient déjà en France, qui étaient des émigrés. Par exemple, l'Espagnol de la fiche rouge, Celestino Alfonso, c'est quelqu'un qui vivait déjà en France, mais qui est allé combattre en Espagne, puis qui est revenu, etc. Donc, cette proportion d'Espagnols qui étaient déjà immigrés, elle reste à cerner. Elle est certainement importante, mais certainement plus petite que la participation de ceux qui venaient d'arriver. Parce que les émigrés, eux, n'avaient pas forcément l'expérience d'une guerre qui avait duré 2 ans et demi et n'avaient pas forcément le maniement des armes et la volonté aussi que, tiens, je vais tirer sur quelqu'un qui va peut-être mourir parce que je lui tire dessus. Donc ça, déjà, ceux d'Espagne, ils avaient dépassé ce stade. Donc, 150 000 réfugiés d'Espagne, si je ne tiens pas compte, c'est une grosse négligence, mais donc de ceux qui étaient des émigrés qui ont participé à la résistance, la France avait à peu près 40 millions d'habitants. Je vais arrondir à 45 pour faire un calcul simple. Pour arriver de 150 000 à 15 millions, il faut multiplier par 100. Pour arriver à 45 millions, il faut multiplier par 300. Donc, vous voyez, à la libération, les Espagnols, on estime, et je peux le justifier, je le ferai en plus si vous voulez, on estime qu'il y avait 10 000 hommes en armes chez les Espagnols. Je dis des hommes, c'était essentiellement des hommes. Il pouvait y avoir aussi quelques femmes, mais pas beaucoup. Donc, 10 000 hommes en armes, si je multiplie par 300, ça fait combien? Ça fait 3 millions d'hommes en armes. C'est dire, rien que ce chiffre, que la contribution des Espagnols, indicativement, elle est forte. Si vous prenez un autre paramètre, je ne vais pas le faire maintenant, mais je l'ai fait faire quelquefois devant des jeunes publics, des troisièmes, réunis dans 3 ou 4 classes, en leur disant, pour faire une comparaison, essayez de chercher combien il y a eu de déportés espagnols, combien il y a eu de déportés français par rapport aux populations, par rapport à l'assiette démographique, et vous allez voir que c'est 20 fois plus d'Espagnols déportés de France que de Français déportés de France. Ce sont des indicateurs qui n'ont été pas beaucoup travaillés et qui mériteraient des travaux plus substantiels. Donc, forte proportion, je crois que j'en ai assez dit. Et puis, vous voyez, là, j'ai mis l'adverbe ou le qualificatif plutôt, forte proportion, très précoce, et là, je mettrai vite sous forme armée. Parce qu'en effet, il aura fallu beaucoup de temps pour passer du stade de la résistance, chacun chez soi, de la résistance en groupe clandestine, politique, disons, éditer des journaux, prendre des risques en les distribuant, en les imprimant déjà, en les transportant, et après passer à trouver des armes, s'en servir. Ben, ceux-là, ils étaient un peu plus capables de s'en servir que ceux qui n'avaient pas manié un fusil jamais ou il y a longtemps. Donc, sous forme armée, c'est le troisième terme spécificité originale. Pourquoi ils étaient motivés, ces gens-là? Je le fais rapidement. Ils étaient motivés parce qu'ils étaient issus de 986 jours ou 987. Il y a un livre qui s'appelle comme ça, 986 jours de lutte en espagnol. Donc, ça fait presque 3 ans, 2 ans et demi. Ils étaient donc motivés par une résistance frontale, dirais-je, résolue à ce qu'on ne peut appeler par un terme dénominateur commun que fascisme. Le fascisme, aujourd'hui, bon, c'est l'objet de livres, etc. Bon, on ne va pas faire de l'étalage, mais le fascisme, ça englobe communément le fascisme originel, le mot vient de là, italien, Mussolini, ça englobe le national-socialisme, les nazis, et ça englobe aussi communément le régime salazariste du Portugal, qui a duré aussi bien longtemps. Et puis après, par extension, on peut reconnaître. Je ne rentre pas dans cette discussion, mais les Espagnols, eux, ils ont eu l'épreuve, nous aussi en 1934, il y avait des manifestations fascistes à Paris, etc. Mais ça a été peu de choses. En Espagne, ça a été plus que peu de choses. Avant même qu'il y ait le soulèvement, quand la République a été élue démocratiquement, sans un coup de feu, mise en place le 14 avril 1931, la résistance a été frontale au fascisme, puisque en 1934, par exemple, on était sous la République, il y a eu l'insurrection des Asturies, la répression contre les mineurs, etc. Bon, donc, la bataille contre le fascisme en Espagne a été plus dure qu'elle n'a été en France. La deuxième chose, c'est que leur résistance, elle s'est transformée à partir du soulèvement, donc, qu'on date du 18 juillet 1936, au Maroc la veille, en Espagne
métropole le 18, c'est la résistance par les armes aussi. Donc ça, la France n'avait pas cette expérience-là jusqu'à ce qu'à son tour, elle soit finalement attaquée, la France aussi, par les mêmes ennemis. Les Espagnols, en plus, en arrivant en France, en arrivant à travers les camps de concentration français, autre tâche sur le drapeau français, parce qu'ils n'ont pas été reçus dans des campings, hein, donc ils ont été reçus sur la plage d'Argelès, faire son trou. Bon, je ne rentre pas dans les détails pour paraître trop long, mais vous savez certainement à peu près le cadre. Et donc, eux, ils arrivaient avec déjà une compréhension de ce qu'ils avaient vécu. Ils avaient du recul. Et puis là, ils étaient en train, on les poussait, donc le mot recul, c'est eux qui reculaient, qui passaient la frontière. Ils avaient déjà réfléchi contre qui nous luttons et qu'est-ce qui nous attend en France. Alors, contre qui nous luttons? Nous avons lutté contre les fascistes coalisés de l'Europe, les Allemands, les Italiens, les Portugais et les Espagnols. Et ils savaient donc, eux, les Espagnols de l'époque, c'est pour ça que par la suite, notre association, enfin, le milieu dans lequel j'ai vécu et aussi milité, nous avons depuis longtemps une réflexion singulière et assez affirmée sur le fait que c'est un gag de parler de guerre civile espagnole et de gaver les cerveaux des jeunes Espagnols comme des oies avec cette expression qui devient une espèce de leitmotiv. Donc, alors que le terme qu'on devrait employer avec la jeunesse quand on aborde le sujet, avant de rentrer dans les origines, la composition, le machin, c'est de dire la guerre de 1936-39 en Espagne. Ça, c'est propre, c'est net, c'est précis. Tandis que si vous dites guerre civile, je l'ai déjà dit et je ne froisser aucune susceptibilité ici, mais si vous êtes professeur et qu'un gosse de 12 ans vous dit « Monsieur, vous avez dit guerre civile, mais je viens d'ouvrir le dictionnaire que vous nous recommandez d'utiliser. » Et dans le dictionnaire, il est écrit que guerre civile, c'est une guerre entre gens d'une même nation ou même peuple. Or, en Espagne, d'après ce que j'ai compris, monsieur, depuis le premier jour jusqu'au dernier, il y a des troupes allemandes de l'État hitlérien, pas des volontaires et des brigades, hein, ça c'est plus tard, des troupes allemandes qui aident les Espagnols fascistes, factieux, à passer le détroit de Gibraltar par leurs avions. Il y a les Italiens, également quelques avions et des bateaux. Les premières grandes batailles en Andalousie en février 1937, 40 000 Italiens. 40 000 Italiens, c'est un tiers. Les forces fascistes, phalangistes, carlistes réunies, à cette époque-là, on les chiffrait à 150 000. Et il y avait 40 000 Italiens en plus. Les forces républicaines, l'ancienne armée, ce qui en était resté, et les volontaires, 150 000 aussi. Je peux donner les sources s'il y avait besoin. Donc, 40 000 Italiens en Andalousie, vous comprenez que malgré le caractère très républicain de l'Andalousie à l'époque, je m'arrête là sur cette présentation parce qu'on n'est pas arrivé encore à Toulouse, il faut qu'on arrive à Toulouse. Alors, donc, la précocité, j'y reviens. Et là, je flanque une affiche qui est vieille de 3 ans de plus que l'affiche rouge. Vous tous, sans doute, l'affiche rouge où il y a les têtes, comme il dit, il y a le poème de l'affiche rouge d'Aragon qui qualifie ces mines patibulaires, ces visages hirsutes menaçants, etc. Bon, celle-là, elle n'est pas hirsute menaçante, enfin, il n'y a pas de personnage, mais vous voyez, c'est une affiche en allemand et en français, placardée à Paris, 3 ans l'affiche rouge, avant, 3 ans avant. Et le type, le monsieur, l'homme, l'espagnol, là, il a un nom qui, ça me fait penser là aussi au poème d'Aragon, parce qu'à prononcer, vos noms sont difficiles. En effet, moi, dont le père était catalan, je ne suis pas capable de le prononcer bien. Alors je dirais, en castellano, José Roche. En catalan, on dirait Josep Roche. Bon. Donc, ce monsieur, ce qui est étonnant, c'est que l'affiche qui est là, elle figure depuis des lustres au musée des Invalides, le musée de l'armée. Immeuble magnifique, donc sujet à beaucoup de visites. Nous-mêmes, on organisait des visites en autobus. Et donc, on demandait donc là-bas, là où il y avait l'affiche, et vous savez quelque chose sur ce monsieur? Il ne savait rien. À l'époque, donc, au bout d'un moment, avec mes camarades, nous avons écrit à la, je ne sais plus si elle s'appelait conservatrice en chef,
ne me rappelle plus son nom, puis en cas, je ne veux pas la dénoncer, mais elle n'a jamais répondu, alors qu'elle aurait pu répondre en disant on ne sait pas grand-chose ou rien, mais on serait heureux de coopérer pour. On n'a même pas répondu. Mais néanmoins, nous avons éclairci l'affaire. Je vais en reparler 2-3 fois de ce monsieur. Donc, José Roche, il est fusillé le 1er août 1941. À ce jour, je présume, mais je ne suis pas sûr, nous présumons que c'est le premier Espagnol fusillé à Paris, exécuté d'une quelconque manière. C'est peut-être plausiblement, mais là je mettrai une réserve moins plausiblement, le premier étranger. Et quant donc aux Français, bien sûr, il y a des gens qui ont été fusillés fin 40. Par exemple, il y a le boulevard, comment il s'appelle, Bonsergent, les Parisiens, Jacques Bonsergent, quelque chose comme ça. Et Jacques Bonsergent, paix à son âme, hein, si je puis dire, sans aucune. Mais Jacques Bonsergent, il a été arrêté lors d'une rixe dans laquelle il y avait des Allemands, etc. Enfin, bon. Il n'avait pas un casier de résistant, Jacques Bonsergent, il a un boulevard. José Roche, il avait, vous voyez. Et donc cet homme, il est resté dans les ténèbres, bien qu'il avait une affiche qui de temps en temps, dans les plaquettes de la mairie de Paris, tous les 5 ans, c'est pour ça que je parle de lustre, hein, l'affiche apparaissait, quoi. Mais personne ne s'inquiétait, ni l'imprimeur, ben, c'est pas lui, ni surtout les commanditaires de l'imprimeur, de qui c'était ce monsieur. Et donc nous en sommes là. Enfin, nous en étions là. J'y reviendrai. Alors maintenant, je vous fais rapidement quelques exemples avant d'arriver à Toulouse, hein, pour montrer que ce qui se passe à Toulouse, c'est lié, bien sûr, à ce qui se passe ailleurs. Donc là, je vous mets 4 visages avec dessous 4 plaques, stèles, que l'activité d'une modeste association comme celle dans laquelle je milite, et au premier rang, là aussi, il y a mon ami Jean-Charles ou mon épouse qui milite aussi. Donc, ces plaques-là, elles n'ont existé que quand nous nous sommes mis en route avec nos sacs à dos pour monter à Paris, ça fait loin, hein, avec notre accent d'ici. Et donc, on a travaillé jusqu'à ce qu'on reconnaisse qu'ils étaient morts pour la France, première étape. Deuxième étape, leur mettre une plaque. Quatrième et troisième étape, quel texte, etc. Bon, c'est tout un travail. Ces 4 personnes ont été tuées dans différentes circonstances. Je ne peux pas les détailler, sinon je vais manger tout le temps que vous me donnez. Mais la troisième, celui-ci, donc, vous voyez, là, cette photo, nous l'avons trouvée en fouillant dans les archives de la morgue parisienne. Parce qu'un agent, c'est pour ça que c'est important, Stéphane, parce que les agents des cimetières et des morgues, quelquefois, ils ont une conscience citoyenne qui fait que, quand on lui a amené le cadavre depuis la préfecture de police de Paris, qui est à côté, pas loin, et qu'il a vu qu'il était mort d'un coup de pistolet dans la bouche, et qu'on lui donnait une carte d'identité française pour cet homme-là, c'était la fausse carte d'identité du personnage, donc il n'était pas d'usage de laisser une photo dans de telles circonstances. C'est les photos qu'il y a dans les registres de la mort, autant que j'ai pu les fouiller. Ce n'était pas mon but de fouiller tous les registres, mais j'en ai regardé quelques-uns. Quand il y avait des photos, c'est parce que c'était un vagabond, quelqu'un dont on ne connaissait pas l'identité, on mettait la photo à des fins de retrouvailles. Là, il y avait la carte d'identité fournie par la préfecture de police, donc ce n'est pas pour le retrouver. Mais c'est un employé, donc il est mort depuis longtemps sûrement, qui a pensé, pour la postérité, je transmets l'information. Donc, une balle dans la bouche, au 2e étage de la préfecture de police de Paris, de la part d'un policier français qui ne l'a pas fait exprès. Voilà. Donc, pour mettre tout ça à jour, pour le savoir, ce que je vous raconte, on ne le trouve pas dans les livres, on ne le trouve pas dans les publications, enfin, on le trouve maintenant là où nous l'avons écrit, nous, notre association. Et, voilà. Les autres méritent chacun des explications, mais je ne vais pas le faire. Ce qui est intéressant par cette brochette, si je puis dire, là, de gens qui sont morts tragiquement, c'est qu'ils représentent des différentes manières de servir la résistance, de s'engager dans la résistance et de mourir aussi pour la résistance. Donc, lui là-bas à gauche, déjà, vous avez reconnu le nom, sauf que maintenant on l'a complété, ce que n'a pas fait le musée de l'armée aux Invalides, ni sa conservatrice en chef. Nous avons trouvé son nom, son deuxième nom, le matronyme, parce qu'en Espagne, si vous n'avez pas de nom,
n'existait pratiquement qu'à moitié. Il faut avoir les deux noms, José Roche Armengote. Il est né à Castellón de la Plana et il était arrivé en France en 1900. Je ne rentre pas dans les détails. Bon. Lui, sa forme de résistance, ce n'est pas avec un pétard, enfin, avec une arme. C'est une forme de solidarité pour héberger des pilotes qui commençaient à tomber et avec un réseau maçonnique, il les hébergeait, il les acheminait, etc. Bon, le deuxième, lui, Conrad Mirete Moustet, lui, il est le chef de la MOI, la MOI, qui existait avant les FETP MOI. La MOI, elle existe, enfin, la MOI, je ne veux pas remonter aux origines, mais l'engagement de ces groupes de la main-d'œuvre immigrée, qui sont des groupes qui existaient dans deux formations, le Parti communiste français depuis les années 20 et la CGT, qui depuis 1936 était réunifiée. Les deux groupes utilisaient le sigle MOI pour désigner les groupes de langue. Et donc, dans les étrangers qui étaient en région parisienne, qui souvent venaient de pays où ils avaient fui, bon, ils étaient ouvriers, maçons ou autres, enfin, ils se syndiquaient, ou bien ils faisaient de la politique dans leur pays, ils la continuaient en France. Et donc, dans la clandestinité, là, donc, de 1940 et demi, 1941, à partir de 1941, parce qu'évidemment, il s'est passé des choses en 1941 qui déclenchaient un peu plus d'engagement, s'organisent des groupes armés de la MOI. Donc, ce monsieur, qui lui aussi a un nom à prononcer difficile, comme dit le poète, c'est un catalan, lui, il est mort après 15 jours d'interrogatoire, jusqu'au dernier jour, là où il est mort par des Français, et le dernier jour, il était dans les mains des Allemands. C'est tout au moins ce qu'on trouve dans les archives. Donc, les deux y ont contribué, quoi. 14 jours avec les uns et le 15e avec les Allemands. Donc, lui, c'est un combattant, vous voyez, d'un mouvement qui n'est pas une loge maçonnique, mais qui est la MOI. Le troisième, donc, celui qui est mort avec un coup de pistolet dans la bouche, lui, c'était quelqu'un qui s'occupait d'éditer des tracts, des bulletins, dont je vais montrer quelques images, et donc de rédiger, de trouver des collaborations, enfin, de la distribution, etc. Donc, il est mort, alors, on va voir les dates tout à l'heure, précisément, elles sont sur les plaques, là. Mais il était responsable de quoi? La police a dit que c'était un affreux terroriste, communiste, anarchiste, fait tout à la fois, mais en réalité, bon, il était membre d'un parti catalan qui s'appelle le PSUC, qui est une espèce d'alliance entre socialistes et communistes de Catalogne, et puis il était surtout dans un mouvement dont je vais dire quelques mots qui s'appelait l'Union nationale espagnole. Le quatrième, donc lui, Domingo Tejero, dont on ne connaît pas la nationalité véritable, enfin, on n'en est pas sûr, donc il est présumé espagnol, mais il est peut-être né au Brésil. Enfin, bon, lui, c'est un combattant qui est, quand il meurt, il est le chef du deuxième détachement espagnol des FTP MOI qui se sont constitués au mois de juin 1942. Il a pris la suite du chef qui a été arrêté pendant l'été, et donc en octobre 1942, donc lors d'un rendez-vous, on le cerne, on le ceinture, mais comme c'est un athlète, là, il se débarrasse des types, il se met à courir, il prend quelques balles qui n'étaient pas mortelles, disent les documents qu'on a trouvés aux archives, mais on l'a achevé le lendemain sur son lit d'hôpital en le secouant. Et le rapport dit, il a fait tout ce qu'il pouvait, il s'est secoué pour provoquer une hémorragie. Voilà ce qu'on trouve dans les archives. Donc, je suis un peu long, mais vous voyez, ce délire, c'est le fond à partir duquel nous travaillons et où je viens modestement à vous présenter là, quelques éléments de ce travail, parce que ces faits sont très anciens, mais ils sont trop longtemps méconnus. Alors, notre association, petit à petit, a essayé de trouver donc, les pistes. J'ai eu donc la responsabilité en 2019 là, de finir d'écrire un livre qu'on avait commencé avec mon frère et qui est mort avant, qui s'appelle Le sang des Espagnols, mourir à Paris. Je pourrais commenter pourquoi ce titre aussi, par comparaison avec d'autres, mais j'ai déjà passé beaucoup de temps. Alors là, je vous livre les dates, donc l'écart, vous voyez, un écart, c'est ça qu'il faut faire remarquer aussi aux élèves. Mon petit-fils, Marjolaine, lycéen, voilà, l'écart entre les dates. Il est mort en 1942, on le déclare mort pour la France en 2014 et on lui met à peu près, à quelques mois près, on va garder le même nombre, 2014. Celui-là, 1942-2017. Celui-ci, 1942-2019. Et celui-là, je l'ai gardé pour la fin, 1941-2024. Il faut le faire.
Quand nous avons obtenu qu'il était mort pour la France, c'était en décembre 2023. J'ai aussitôt écrit à M. Macron, notre président, qui se préparait à panthéoniser Manouchian. Et je lui ai proposé, avec un petit texte, que dans l'apostrophe qu'il ferait en faveur du groupe Manouchian, il pourrait peut-être inclure ce nom, parce qu'il était mort 3 ans avant, et que c'était peut-être l'un des premiers étrangers morts dans une résistance étiquetée par les Allemands eux-mêmes. Hein. Bon, j'étais présent au Panthéon, et ça n'a pas été simple, mais j'étais présent au nom de notre association, mais Macron a fait un grand discours, mais il n'a pas dit un mot de cet homme. Alors, donc là, il faut arriver à Toulouse. C'est au tour d'un journal dont je vous présente quelques numéros, qui s'appelait Reconquista d'Espagne, Reconquête de l'Espagne, tout simplement. Le premier numéro de 6 pages, ici la première, paraît la date de parution 1er mai 1941. C'est-à-dire, c'est concomitant avec la formation en France du Front national pour l'indépendance de la patrie, qui se constitue aussi en mai 1941. Quand on arrive au deuxième numéro, le numéro 14, dans le titre, ici, là, il est marqué « Un an de vie ». Vous avez la date avril-mai, ça recoupe donc, en effet, il s'est passé un an, et ça fait un bulletin par mois. Ces bulletins étaient imprimés au début en région parisienne, par la suite aussi bien du côté de Marseille qu'à Bordeaux. Et puis après, il y avait un système d'acheminement qui a beaucoup intéressé la police et qui a ainsi pu arrêter ces distributions dans maintes circonstances. Le numéro 32, c'est peut-être pas le dernier. On a peut-être un numéro 33 aussi, mais vous voyez, on est déjà donc en juin 1944, où il y a un ou deux numéros encore avant d'arriver à la libération. Là, même si le style n'est pas mieux que les autres, hein, la forme, je veux dire. Donc, aux armes, au combat. Entre-temps, beaucoup de gens qui ont porté ces bulletins avaient été emprisonnés, déportés, et quelques-uns, comme celui que je montrais à coup de fusil, enfin de pistolet dans la bouche, ils étaient morts pour ce journal-là, qui a servi de lien pour que se connaissent les gens, pour qu'ils se mettent à faire quelque chose ensemble, pour ramasser des cotisations. Et c'est comme ça qu'on s'organise et qu'on participe, on s'implique. À partir de ce journal, dès les premiers numéros, pas forcément dans le numéro 1. Le numéro 1 est très intéressant. J'ai écrit une publication là, il y a un an là, pour un congrès en Espagne. Enfin bref, elle n'est pas encore sortie ni en espagnol, mais elle va sortir. Et en français, il faut que je le fasse. Mais analyser le premier numéro, la liste de 60 personnalités de diverses origines politiques qui se joignent et qui disent il faut que maintenant, après le choc, on est parti d'Espagne avec des fusils derrière, on se retrouve avec les mêmes ennemis. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, ce petit journal de 6 pages, à mon sens, autour de lui, il y a de quoi faire une thèse d'histoire. Bien. Néanmoins, dans les numéros qui suivent après, ça se précise. Et donc, avec ce bulletin, réunissez-vous. Formez des comités de l'Union nationale espagnole. L'Union nationale espagnole, c'est la seule solution pour que nous retournions dans notre pays. Tout ça, ça vient dans ce journal. Et en effet, on trouve trace dans les chroniques d'anciens guerriers. J'en ai cité un tout à l'heure, Miguel Ángel Sanz, mais il y en a 3 ou 4 autres qui ont décédé. On trouve des traces, mais on les trouve aussi tout autant et de façon cachetée dans les archives de la police, qui arrêtent des gens de l'Union nationale en les traitant donc de agents propagandistes de l'Union nationale. On en trouve, par exemple, beaucoup au printemps 1942. C'est pour ça que quelquefois, nous sommes un peu irrités de voir que telle ou telle personne qui traite de raconter l'histoire, qui même parfois affirme être historien ou historienne, nous explique que l'Union nationale est née à la fin 1942, alors que la police arrête des gens et les étiquettes Union nationale, leur fait un procès qui s'appelle le procès des terroristes de l'Union nationale, avec des gens arrêtés, mettons, en juin, juillet 1942. Ceci pour dire que, vous voyez, il y a du travail à faire pour que l'histoire complète, sans que je parle des détails, la structure de cette histoire puisse être mise à jour. Il y a beaucoup de travail. Alors, autour de ces comités de base, forme l'organisation qui, pour le Front national français, n'a pas existé de la même façon.
Le Front National, tardivement, il a fait des comités départementaux en 1944, mais là, nous sommes fin 41, début 42, et les Espagnols, sur une base démographique plus restreinte, ils prennent l'optique de comité de base. Donc, il y avait un comité de base à Villeneuve de Lausanne, un comité de base à Luchon, à l'usine La Tecoère, au Briguet. Vous voyez, ici, dans la région, des comités de base nationaux. Ça, c'est une forme également qui mérite en soi une réflexion d'historien, enfin, au sens le plus académique et respectable du terme. Alors, autour de cette union nationale qui se proclame petit à petit à travers les bulletins, la diffusion des bulletins, les arrestations qui s'ensuivent, il commence à circuler des appels qui ne sont pas dans le journal forcément, mais dans les tracts à côté, ramasser des armes, chercher des explosifs, etc. Et là, on en vient donc à deux modes d'organisation des Espagnols qui vont correspondre à la carte que je marquais au début. C'est que dans la zone dite libre, donc jusqu'au 11 novembre 1942, ensuite c'est la zone sud. Dans la zone dite libre, les Espagnols décident, dans la clandestinité, sans notaire, c'est la clandestinité. Donc, et c'est assez mystérieux. Et petit à petit, et ça serait bien qu'on en sache davantage, ils décident de s'organiser en groupe de combat autonome qui s'adossent à l'Union nationale espagnole et qui vont se mettre en relation avec les résistants français lorsqu'on en trouve. Petit à petit, évidemment, les patriotes français se mettent aussi à s'organiser. Donc, dans la zone libre de l'époque, les Espagnols vont fonctionner de manière indépendante, autonome, tandis que dans la zone occupée, ils vont se mettre en relation étroite et s'intégrer aux forces qui commencent à organiser la lutte armée. Et les forces qui commencent à organiser la lutte armée, c'est la MOI depuis août 1941 jusqu'à ce qu'apparaissent les FTP MOI, ça c'est juin 1942. Donc MOI, ça fait des mois et des mois. Puis FTP MOI, à partir de juin 1942, les Espagnols de la région parisienne sont essentiellement dans les FTP pour la lutte armée. Parce qu'après, il peut y avoir des petits groupes, des groupes de caractère politique ou philosophique ou culturel, enfin des clandestinement culturels qui se forment. Mais là, je parle de l'organisation de la lutte armée. Il y a aussi les organisations françaises, les francs-tireurs partisans français se forment à partir de mars 1942, sur le plan initial, embryonnaire pendant quelques temps. Et donc là aussi, dans diverses régions de la zone occupée, par exemple en région Bordeaux ou dans la Bretagne, donc les Espagnols forment des groupes et prennent des responsabilités dans les FTPF. Et aussi parfois d'autres mouvements français. Par exemple, il peut y avoir des Espagnols organisés avec des groupes espagnols dans l'armée secrète, mais c'est beaucoup plus tard. Et puis, il peut y avoir des Espagnols organisés, mais davantage à titre individuel, dans un mouvement comme combat, etc. Ce dont je parle, c'est les choses principales. Donc, en zone libre, formation nationale, ça va prendre l'allure, enfin, ça va porter le nom du corps de guerriers qui avait été constitué en Espagne en 1937, qui portait ce nom, 14e corps de guerriers espagnols. Bien, en France, les initiateurs qui se contactent, qui se décident, vous vous rendez compte de la clandestinité, on n'est pas d'ici, on n'est pas chez nous, on a tout perdu, mais on s'organise pas. Et ils vont chercher ceux qui avaient de l'expérience dans la guérilla à l'arrière des lignes ennemies, et donc ils appellent ça le 14e corps de guerriers espagnols en France. Il va y avoir des péripéties, des gens arrêtés, prisonniers, des morts. Bon. Et quand on va arriver donc en 1944, quand se forment les FFI, là aussi je souligne que parce que souvent on trouve des gens qui disent oui, les FFI en 1942, ils ont. Non, non, les FFI en 1942, ils n'existaient pas. Les FFI, l'appellation, elle date du printemps, on va dire mars 1944. Le temps que ça se sache, qu'on discute, en mai 1944, le 14e corps change de nom et d'organisation et il est intégré, après des négociations avec l'état-major clandestin des forces françaises de l'intérieur, il est intégré dans les forces françaises de l'intérieur. Vous voyez, donc là, je fais un périple, mais c'est fondateur pour comprendre la suite et je pense que maintenant, on ne doit pas être loin d'arriver à Toulouse. Pas encore. Bon, alors là, quelques monuments rapidement. À Castelnau-sur-le-Vignon, c'est dans le Gers, chaque année, le 21 juin, jour où il y a eu une bataille avec des Allemands qui étaient plusieurs centaines, il y a un péristyle, un grand monument de cette forme, sur lequel il y a une vingtaine de noms, 2 ou 3 civils qui ont pris des balles perdues, 2 ou 3 combattants français et 15 Espagnols.
certainement qu'ils étaient relativement actifs, parce que pour prendre des balles, c'est pas le plus leste qui échappe, quoi, hein. Donc voilà. Pourquoi? Parce que là, à Castelnau-sur-le-Vignon, il y avait un colonel anglais qui était là depuis un moment, courageux colonel, depuis 1942, le colonel Hilaire, et qui, lui, avait les moyens de commander l'envoi d'armes. Donc, vers le moment du débarquement, 2 ou 3 jours après, il a commandé des parachutages d'armes, et pour les ramasser, les Espagnols des campagnes autour, qui avaient déjà fait un petit peu aussi de résistance, sont allés ramasser les armes. Donc, ils se sont retrouvés 200 Espagnols concentrés à Castelnau-sur-le-Vignon, au moment où les Allemands, plusieurs centaines, attaquaient. Et donc, les Espagnols, ils étaient en première ligne. Donc, voilà, tous ces morts. Un autre monument, c'est à Buzier, mais je n'en fais pas l'historique, sinon j'y passe la nuit. Ici, donc, vous voyez, guerriers espagnols, bras armés de l'Union nationale. C'est là où il y a le drapeau, c'est là qu'il y a à nouveau la phrase du général de Gaulle. Ici, rapidement, l'Ariège. Alors, l'Ariège, c'est un monument, un département. C'est là où il y a le monument national dont j'ai parlé tout à l'heure, à Praiols, juste à quelques kilomètres de Foix. Mais vous voyez, ce qui est intéressant à l'Ariège, c'est qu'il y a des plaques tout à fait parlantes. Celle-ci, par exemple, vous voyez, l'état-major des guerriers espagnols national se trouvait en Ariège à telle époque. Là, il y a donc sur l'ancien hôpital de Foix, face à la mairie, il y a la plaque qui dit qu'ici est mort le premier commandant en chef des guerriers espagnols en France, donc celui qui rayonnait sur toute la zone libre. Là, quand il est mort, il y avait 20 ou 25 départements organisés dans la zone libre. Donc, il a été tué, il a été abattu le 24 mai, il est mort le 27 mai. Il y a une plaque à Foix. Et il y a une autre plaque donc, pour quelqu'un qui, contrairement au commandant, a participé à la libération de Foix, mais il a laissé la vie. Foix est l'unique préfecture de France, mais nous le revendiquons, qui a été libérée par les Espagnols, accompagnés de quelques Français, mais ceux qui étaient organisés avec... Bon, ce sont des Espagnols. Là aussi, j'aurais des commentaires à faire sur le fait qu'aujourd'hui même, c'est assez mal respecté parfois, si je puis... Je n'ai pas fait exprès de faire la rime, mais à Foix même, c'est parfois pas respecté comme ça mérite. Alors, la dernière plaque, je pense, ici, voilà. Celle-ci est intéressante parce qu'à Calzan, ici commençait sous l'occupation allemande le territoire du maquis espagnol. Ce n'est pas les Espagnols qui ont mis ça, hein, c'est la mairie de Calzan. Chapeau. Parce qu'il y en a qui le contestent, ça. Il y en a qui ont mis une plaque il n'y a pas longtemps en disant que c'était Marcel Bijard qui avait libéré Foix. Je commenterai dans les questions s'il y a lieu. Alors, on arrive à Toulouse. À Toulouse aussi, la résistance espagnole, elle est visible en partie et épisodiquement, selon le rite des dates, comme par exemple le 14 avril, qui est l'anniversaire de la République espagnole. Les associations espagnoles, traditionnellement, le fêtent depuis toujours. Et comme il n'en reste plus qu'une qui représente les résistants espagnols, celle dont nous nous occupons là, avec quelques-uns d'entre vous, eh bien, le 14 avril, c'est nous qui l'organisons. Donc, là, il peut y avoir du monde. Par exemple, en 2006, le maire actuel, qui était déjà maire, Jean-Louis Moudenc, place du Capitole, il nous l'a donné à utiliser un dimanche, c'était le 9 avril, pour que ça tombe par loin du 14. 2000 personnes étaient rassemblées pour les 75 ans de la République. Donc là, c'était un épisode, c'était épisodique, c'était partiel, mais c'était fort. Parce que 8 jours avant, au 15, le roi Juan Carlos était venu en visite à Toulouse. Donc, il fallait quand même le faire, de nous prêter la place du Capitole 8 jours après le roi. Là aussi, il peut y avoir lieu de commentaires. Alors, donc à Toulouse, des plaques, en voici quelques-unes, certainement, vous en connaissez ou vous les connaissez toutes. Et vous voyez, notre manière de travailler avec l'histoire, c'est de travailler en embrassant large. Même pas à 180 degrés, à 360 degrés. Donc ici, là, sur ce magnifique lieu, vous avez 2 maires de Toulouse. Quand on a fait cette photo, ben, Pierre Cohen n'était plus maire, Jean-Louis Moudin qui était revenu, et bien, on les a tous les deux, et on les prend en photo. C'est peut-être une des rares occasions où ils ont à sourire ensemble, côte à côte. Je dis ça en rigolant. Bon, alors, donc Toulouse,
capitale de l'exil espagnol à la Libération. Je montre cette photo qui est peu connue, enfin la personne est connue, mais cette photo-là est peu connue, elle est tirée d'une carte d'identité, enfin, pas d'identité au sens d'aujourd'hui, enfin, un carton avec sa photo, c'est Angèle Bettini, qui en fait est espagnole, elle est née Ángela del Río. Et Angèle Bettini a participé à un événement remarquable, remarqué, même si la plaque qui est ici, elle paraît imposante, mais elle est toute petite, et elle est à 7 mètres de haut, donc il faut vraiment être vigilant et avoir des yeux d'aigle pour la voir. Hein. Bon, mais vous avez l'adresse, vous pouvez aller vérifier vous-même avec des jumelles pour lire ce qu'il y a dessus. Donc néanmoins, tous les 5 novembre, enfin, pas depuis l'époque, mais depuis pas mal d'années, il y a une cérémonie de vin. J'ai ici conservé un carton d'invitation de la mairie. Donc, vous voyez, c'est Jean-Luc Moudin, c'est assez récent. Commémoration du premier acte de résistance à Toulouse. Notez, la mairie de Toulouse peut faire un carton en affirmant une chose aussi forte, alors que qualifier quelque chose de premier acte, c'est difficile. Moi, de par ma formation, je suis habitué à faire attention et à ne pas être cassant, tranchant quand on ne peut pas trancher. C'est certainement un des premiers actes de résistance. Mais avec mes amis qui travaillons de temps en temps dans les archives, on en a trouvé quelques autres avant. Celui-ci a la particularité que c'est un acte collectif et qui est organisé par un mouvement politique. C'est-à-dire, ce n'est pas comment dire, un problème de quelqu'un tout seul ou d'un petit groupe. C'est un mouvement politique, il s'agit des jeunesses communistes. Il se trouve qu'Angèle del Río fait partie de ce groupe qui est honoré sur la plaque, là. Et nous l'avons bien connue, elle est morte il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années. Donc, c'est intéressant parce que, de toute façon, ce geste, c'est-à-dire le fait qu'il y a une petite machine, enfin, une tapette à ras, disons, qui avec un système d'eau qui part petit à petit, qui fait que ça déclenche un mouvement qui envoie en l'air des tracts, qui tombent sur qui? Sur le cortège de Pétain. Donc, évidemment, c'est une belle action. C'est un acte politique. Ce n'est pas un acte de lutte armée, mais honneur et gloire à cela. D'ailleurs, plusieurs d'entre eux n'ont pas vécu la libération. Hein. Marcel Bouet, Jean Bertrand, de la Courtille, ils sont morts avant de voir la libération. Mais il se trouve que les Espagnols, vous voyez, nous sommes un peu enquiquinants parce que nous rappelons, nous le savions depuis longtemps, mais comme ce n'était pas reconnu, nous insistons que le premier acte de lutte armée contre des Allemands, pas contre des Français, contre des Allemands, et bien, à notre connaissance, c'est celui dont je vais parler rapidement, qui a eu lieu le 4 août 1942, et vous direz, oui, mais comment c'est possible, des Allemands à Toulouse le 4 août? Non, non, le 11 novembre 1942, non, mais c'est que déjà avant, ils venaient, ils avaient un bureau place du Puy pour recruter de la main-d'œuvre, et ils prospectaient avec l'aimable collaboration des autorités locales. Donc, l'homme que vous voyez ici en photo, là, Antonio Molina Belmonte, un Andalou, qui était guerrier en Espagne déjà, il a été chargé avec un ou deux autres, on a la preuve qu'ils étaient au moins deux, j'ai le nom du second, mais je n'ai pas le nom d'un troisième. Le 4 août 1942, ils ont su que sur la route, quand on prolonge l'avenue des Minimes, très loin, il y avait un restaurant qui s'appelait, contrairement aux souvenirs qu'il a laissés, il a laissé des mémoires, etc., il l'appelait, lui, la réserve des seigneurs. Mais selon le document d'époque, ça s'appelait donc... non, lui, il l'appelait, voilà, la table des seigneurs, quelque chose comme ça. Je le retrouve. Ah oui, la table des seigneurs. Le vrai nom, c'était la réserve des seigneurs, encore plus emphatique. Et les seigneurs qui étaient en train à 22h le soir, là, de manger aimablement, c'était des officiers allemands et des collaborateurs français. On ne sait pas si c'était des militaires ou des civils. Donc, on fait éruption 2 ou 3 guérilleros avec des bombes à main de leur fabrication et ils ont balancé ça. Et ils sont partis en courant, là, il dit là-dedans, pendant notre repli, les balles pleuvaient de partout. Donc, ceci, il l'a raconté il y a très longtemps. C'est dans un livre qui va apparaître un peu dessous, là, enfin, voilà. Dans ce livre, La résistance audoise, 2 tomes, Comité d'histoire de l'Aude,
Donc, quelque chose d'assez important qui n'était pas forcément, comment dire, selon des critères académiques de l'université. Mais enfin, il y a des dizaines et des dizaines de collaborateurs. C'est un livre sérieux. Il y a des pages et des pages où il explique cette action et d'autres. Il est paru quand? En 1978, le livre. Mais on attendait quand même que cet acte qui a été fait et qui est probablement, enfin probablement, non, je ne dirais pas, les probabilités sont autre chose. Plausiblement, jusqu'à ce jour, c'est le premier acte de lutte armée à Toulouse. Eh bien, il était temps quand même que les autorités le reconnaissent, le disent. Vous allez voir que quand même, il y a une conclusion positive. Alors, dessous, celui qu'on trouve là, très galonné, avec beaucoup de médailles, c'est Juan José, ou José Juan, selon les Linares Díaz, qui était commandant en Espagne et qui va être le chef de la brigade de Haute-Garonne qui se forme en juillet 1942, qui s'appelle la deuxième brigade. Ne me demandez pas pourquoi la deuxième, c'est comme les immatriculations de voitures, enfin pas les immatriculations, les modèles de voitures, c'est mystérieux, hein, 207, 300. Voilà, donc deuxième brigade, c'est la brigade de Haute-Garonne. Mais lui, comme il n'était pas guerrier, il était commandant, il avait demandé à ceux qui avaient fait de la guérilla de venir faire le coup de main depuis l'Aude. Donc, à notre connaissance, premier attentat à main armée à Toulouse contre des Allemands. Ça vaut bien quand même d'être fêté autant que nous fêtons, et nous y sommes chaque année, le 5 novembre à côté d'Esquirol. Il y a eu d'ailleurs dans le même témoignage ici, vous voyez apparaître que le 1er septembre 1942, le même duo ou trio est revenu de l'Aude pour, vous voyez, ils ont tiré, là il n'y a pas les détails, ils ont tiré sur le personnel ou à travers la fenêtre, enfin, qui tenait le bureau de recrutement des Allemands, place du Puy. Donc, 4 août, 1er septembre. Voici un autre exemple qui a lieu le 11 août 1942. Alors, cet attentat du 11 août 1942, là, vous reconnaissez ici, enfin, vous reconnaissez, vu le commentaire qui est à côté, si je vous dis que c'était un palot, et vu les cheminées qu'il y a derrière, vous reconnaissez ce qui était l'ONIA, par la suite la ZF, dont il ne reste rien. Et donc, sur les voies là, qui passent en surplomb un peu, là, c'est-à-dire qu'il y a des bâtiments en bas, il y a une espèce de casino maintenant, je n'ai pas encore mis les pieds là. Les Espagnols, donc, qui étaient à proximité, il y avait un camp donc, qui était pas loin, où ils étaient concentrés. Ils sont informés qu'un train va partir de Portet-sur-Garonne, va passer en Palot, peut-être s'est-il arrêté, ce n'est pas bien défini dans les archives, ou va-t-il ralenti. Et donc, pour s'opposer à la réquisition d'Espagnols qu'on envoyait travailler en Allemagne, ils ont mis une bombe sur la locomotive a été esquintée, le conducteur a été légèrement blessé. Quelques heures plus tard, le train est reparti. Mais donc, c'est un acte quand même, c'est pas donc contre des soldats allemands ce coup-ci, mais c'est quand même un train affrété par les Allemands pour amener du personnel réquisitionné en Allemagne. Et ça, la première fois que nous avons trouvé des fichiers là-dessus, c'était en fouillant dans le Lot-et-Garonne. Et puis après, on s'est rapproché de la Haute-Garonne et on a trouvé cette photo. Vous avez ici dessous quelques-uns des artisans de cet acte. Celui-ci, il a beaucoup d'importance parce que celui-là, c'était le leader, si je puis employer ce mot, de l'Union nationale espagnole pour Toulouse et départements alentours. Il était chargé, avant son arrestation qui a eu lieu justement le 1er septembre 1942, en représailles, enfin, suite aux enquêtes consécutives à cet attentat issu du 4 août, certainement. Donc, il est arrêté le 1er septembre 1942 et il était l'organisateur de l'Union nationale espagnole dans les départements alentours et il se préparait un colloque clandestin, enfin un congrès clandestin, un rassemblement clandestin de représentants de l'Union nationale espagnole venus de partout en France, enfin, de partout, d'une douzaine de lieux de France. Ça a quand même eu lieu, mais lui, il était déjà en prison. Ça a eu lieu en novembre. Et ça a eu lieu, figurez-vous, je le dis en passant, à 9 km de là où nous habitons. Le rassemblement clandestin, là, donc des gens qui venaient de partout, qu'il était chargé d'organiser. Donc les autres, celui-ci, vous voyez, il a, comment on appelle ça, un calot. Voilà, c'est le mot qu'on cherchait tout à l'heure. Un calot. Mauvais militaire que vous êtes. Bon. Sur le calot, on ne distingue pas, mais il y a 2 étoiles de général de brigade, me semble-t-il. Et donc, il s'agit de Joan Blasquez, un Catalan, qui, à la Libération,
donc, est impliqué dans l'attentat. Il a été arrêté le 29 ou le 30 décembre, le 29 décembre, je crois, 42 à Porquette, sur Garonne, dans le quartier proche du Récébédou. On le met au camp de concentration du Vernet, il s'en évade, il reprend la résistance et il finit chef d'état-major des guerriers de la Libération. Général de brigade du temps où c'était De Gaulle qui était le président du gouvernement provisoire. C'est quand même une fierté pour nous. Mais c'est dommage, mais il n'a pas de rue ni à Porquette, ni à Toulouse. Les autres, je ne les passe pas en revue, mais donc celui-là, il a participé aussi à cette organisation. Et celui-ci, je l'ai pris là, avec une photo que tu connais bien, Stéphane, mais on en a une autre aussi que j'aurais pu mettre. Celui-là, Vicente Parra, il était donc de grade capitaine, donc médecin capitaine, en Espagne déjà. Et donc là, on le voit dans ses fonctions de directeur de l'hôpital Varsovie, à Toulouse. Vous voyez? Bon, mais lui, il n'a pas été directement mêlé donc, à l'organisation, autant qu'on puisse le définir, hein, mais il a été impliqué parce qu'on est venu l'interroger, il a dit de toute façon, tu es dans le coup, et donc on l'a embarqué. Il a été au Vernet, du Vernet, il a été dans le train fantôme jusqu'à Dachau, et il en est revenu. On pourrait en parler longtemps. On n'a pas. Alors, ce que je montre maintenant, c'est le début d'un document qui est aux archives. Celui-là, je ne sais pas si c'est en Lot-et-Garonne, on l'a trouvé, ou dans le Lot-et-Garonne. Bon, vous voyez, état des individus inculpés dans l'affaire Reconquista d'Espagne. C'est la police qui a appelé l'affaire Reconquista d'Espagne. Et donc, suivent ici des dizaines et des dizaines de noms. Les premiers, alors, le faux nom de la personne, c'était Carretero, avec un I. Là, ils l'ont écrit avec un A. Bon. L'autre, il s'appelait Bolado. Ce sont des faux noms. On a mis un certain temps à trouver les vraies identités, mais je n'ai pas le temps de raconter toute cette recherche passionnante. On l'a raconté avec mon frère il y a longtemps, il y a 15 ans, 2009, donc 2010, deuxième édition, dans ce livre, qui est épuisé, et les auteurs aussi d'ailleurs. Donc là, on peut trouver l'occasion encore, ou bien on essaiera de servir les gens qui nous demanderont des extraits ou des PDF. Enfin, on peut trouver toute la liste de ces gens qui sont arrêtés, donc, vous voyez, à partir du 1er septembre 42, là, ici. Et des gens liés à la même affaire ont été arrêtés dans d'autres départements, Lot-et-Garonne notamment, dès le 7 juillet 42. Donc l'affaire commence le 7 juillet 42 dans le Lot-et-Garonne, et le 1er septembre, suite aux attentats dans la région. Donc, les gens que je vous ai montrés ont participé à l'organisation de tout ça. Là, le premier, je n'ai pas de photo, on n'a pas de photo. Quelqu'un de la famille m'a contacté il n'y a pas longtemps pour la première fois, il y a quelques semaines, de celui-ci, Manuel Sanchez Esteban. Ils n'ont rien sur lui. Non, nous, on a plus que ce qu'ils ont, la famille. Donc, on n'a pas de photo. Et cet homme-là, donc, c'est celui qui se faisait appeler Carretero. Et le deuxième, qu'ils ont mis Joseph José Bolados, en fait, son prénom, c'est Jaime Nieto, qui apparaissait là dans ma page portail de cette présentation. Voici le tableau au complet. Je ne vous les détaille pas, mais vous voyez qu'il y a les écroués, prison militaire à Furgol, puis prison Saint-Michel. Il y a les internés, Noé puis Vernet. Et puis, ce n'est pas parce que tu es interné que tu vas être mieux traité que les autres, c'est-à-dire que la proportion de ceux qui vont être déportés, c'est-à-dire les 3/4, elle est identique que tu sois écroué ou que tu sois interné. Bon, tout ça, donc, on a sorti, on a écrit dans des articles, dans ce livre notamment, mais les échos ne sont pas à la hauteur, me semble-t-il, de l'importance. Alors, j'ai ici un groupe de personnes qui étaient membres de cette deuxième brigade de guerrilleros espagnols. C'est dans la maison familiale qui se trouve au boulevard Montplaisir. La famille s'appelle famille Udave, ça doit être basque d'origine. Et donc, c'est chez eux, parce qu'ils étaient dans le coup, qu'ont été arrêtés les personnages, les deux premiers que j'ai montrés avec des faux noms. Ernesto Udave, il était armurier dans l'armée espagnole et c'est lui qui a fabriqué la bombe qui a servi pour l'attentat d'Ampalo. Ceci m'a été raconté par sa fille qui est morte il n'y a pas longtemps, Juana. Donc, un de ses fils, qui a été envoyé comme son père au Vernet d'Ariège, mais il était plus jeune, il s'est évadé, il a repris la lutte. L'autre, Daniel Damian, je pense que lui,
je ne me rappelle pas de son sort, mais enfin, il ne s'est pas évadé d'un camp, il a dû être interné, puis je ne sais pas exactement. Et Rosa, ben, c'est une compagne du parcours de Angèle Del Rio Bettini, c'est-à-dire que quand elle est arrêtée, on la met à Rieucros, peut-être un moment, jusqu'à ce que ça ferme. De Brest, on l'envoie à Gurs, et à Gurs, dans des conditions là, de détention finissantes, elles partent. Je ne dis pas qu'elles s'échappent parce que justement, dans les archives qu'on a vues, c'est plutôt que, bon, elles peuvent s'en aller, ce n'est pas une évasion vraiment. Mais Rosa, donc, elle a été finalement arrêtée aux alentours, elle apparaît dans la liste du 1er septembre 1942 et elle est en liberté au mois de juillet 1944. Parce qu'elle est de la famille et qu'évidemment, elle soutenait les gens qui se réunissaient chez elle, qui faisaient des tracts et tout ça. Donc, cette famille-là, une famille toulousaine d'adoption, qui mériterait elle aussi, vous voyez, qu'on creuse, qu'on la mette en... Bon, mais voilà, il y a du travail pour les vocations à venir. Alors là, je montre rapidement un attentat qui a eu lieu le 1er avril 1944. Le 3 mars 1944, il y a eu l'attentat des Variétés, donc qui a été exécuté par des jeunes gens, des FETP MOI, 35e brigade FETP MOI, la brigade qui s'appelle Marcel Langer, depuis qu'il avait été guillotiné. Donc, cette brigade organise l'attentat des Variétés, dans lesquels il n'y a pas de mort, si ce n'est, enfin, les gens qui font l'attentat eux-mêmes. Il y a Rosine Bette qui meurt des suites de ses blessures, puis il y a un autre, dont je ne me souviens pas le nom immédiatement, qui meurt aussi, donc deux de ceux qui étaient des artisans meurent, et la troisième personne, c'est l'Italien Enzo Godeas qui sera fusillé à la prison Saint-Michel. Mais autant qu'on sache, il n'y a pas eu de victimes dans le cinéma allemand où on projetait des trucs antisémites. Enfin, bon. Là, par contre, cet attentat, vous voyez, qui lui n'a pas de plaque, n'est pas. Bon. Ça, c'est la dépêche de l'époque. Grave attentat à Toulouse, 19 morts. Sur les 19 morts, c'était un tramway avec une remorque qui était chargée de soldats allemands qui étaient des aviateurs. Et on les a menés vers je ne sais quel campement qui se trouvait vers Blagnac. Donc, c'est à l'angle, quand on tourne après Purpan, pour aller vers Blagnac. D'ailleurs, les photos qui sont ici seront peut-être parlantes. Voilà. Ce mur-là me semble rappeler un mur de Purpan. Je le dis maintenant en le regardant. Ça, ce sont les morts instantanées. En fait, selon un document qui peut-être apparaît après, je ne sais pas, bon, en tout cas, un autre document, il y avait 30 ou 40 blessés, dont beaucoup grièvement blessés. Donc, peut-être beaucoup de morts. En tout cas, un attentat comme ça, il n'y en a pas eu des milliers à Toulouse. Hein. Même, c'est peut-être le plus important en nombre de morts. On attend que, quand même, les autorités universitaires, académiques, enfin, bref, je dis ça avec une certaine ironie, hein, s'en occupent, quoi. Voilà. Donc, ces deux personnages, nous les avons identifiés comme étant deux participants qualifiés, parce qu'ils avaient chacun des responsabilités, même le capitaine, qui était le chef de la 2e brigade de guerriers d'Orte-Garonne à ce moment-là. Entre parenthèses, sur un plan pour qu'on éclaire les choses, j'ai dit que ce mouvement d'Union nationale était pluraliste. Je commenterai après si vous avez le temps. Celui-ci était un membre du Parti communiste d'Espagne et celui-ci était un membre du syndicat libertaire Confédération nationale du travail. Ben, les deux, ils sont côte à côte dans le même attentat. Donc le pluralisme de l'Union nationale et du bras armé des guerriers, c'est un pluralisme qui a existé, qui est réel. Ça plaît pas, mais c'est la réalité. Et nous, en tant qu'association là, qui nous occupons de cette histoire, nous tenons beaucoup à ce que la réalité soit peinte sans enlever de couleur. Donc, ah oui, pardon, j'ai oublié de dire, ça c'est important, que cet attentat, les Espagnols ne l'ont pas fait tout seuls. Voilà. Il a été fait en collaboration avec les membres de la 35e brigade FETP MOI et Marcel Langer, qui n'avaient pas été arrêtés après l'attentat des Variétés. Parce qu'après l'attentat du 3 mars 1944, ils ont arrêté un certain nombre de cadres de cette brigade, mais quelques autres ont participé. Et voilà une autre photo dans l'autre sens là, donc, de ce tramway. Et c'est ici, dans ce document-là, donc, qui est le commissaire divisionnaire, qu'il parle, vous voyez, de 17 morts en dehors des morts français. Là, il met qu'il y a 2 morts et 3 blessés parmi les Français, je pense que c'est 3, mais 17 morts et 50 blessés, donc 25 graves parmi les soldats des troupes d'occupation. C'est un sacré attentat quand même. Hein. Donc, on aimerait que, vous voyez, que ça soit connu. Évidemment, tout ça, c'est violent,
Et là, ce sont des documents que je ne veux pas exploiter en détail vu que l'heure a tourné, mais ce sont des documents qui témoignent de l'activité. Le capitaine Miguel Marín Garcia, ici, il a un document signé par le général Bergeron dans lequel, vous voyez, on lui reconnaît la participation à l'attentat du tramway avec un nombre qui est un nombre de l'époque, 50 morts, quoique on ne sait pas aujourd'hui s'il y a eu que les 19 morts initiaux ou davantage. Et puis ici, ça c'est un autre document, les deux documents se trouvent aux archives nationales à Vincennes, dossier militaire, et ici, donc dans son dossier, Manuel Ramos Rueda, il revendique un certain nombre d'attentats, et notamment la participation à l'attentat du tramway dont je suis en train de parler, et un attentat qui a eu lieu aussi contre un tramway, avenue de Muret, un autre attentat, mais qui lui a fait 2 ou 3 victimes. Un plus petit attentat, mais c'était pas loin d'ici. C'était près de la Croix-de-Pierre. Le 2 juin 1944, les gens dont j'ai montré la liste arrêtés à Toulouse, département environnant, et puis au total, donc, il y avait 130 et quelques personnes concernées par un procès. Je ne dis pas un grand spectacle, parce qu'au contraire, c'était tout barricadé, tout fermé, à huis clos, etc. Mais c'est le 2 juin 1944, la place du Salin est barrée par les forces de police. Il y a le procès de ce que la police appelait l'affaire Reconquista d'Espagne. Ici, vous avez un journal. Vous voyez que quand on parle aussi des journaux qui paraissaient pas, de ceux qui demandaient à paraître, etc., il faut être mesuré. Parce que là, vous voyez que le Midi socialiste, il paraît. Il n'a pas besoin de demander l'autorisation. Et vous voyez que ici, il est quand même frappant que ici, c'est Jaurès. Donc, vous voyez que c'est compliqué. L'Humanité ne pouvait pas paraître, elle est fondée par Jaurès. Le Midi socialiste, je ne dis pas ça pour être vindicatif, hein, je dis ça parce que il faut réfléchir et avoir de la mesure et savoir apprécier les choses. Donc là-dedans, l'article qui est ici est vraiment minable par rapport à la réalité, parce qu'il ne dit pas ce qui s'est passé, il consacre quelques lignes en première page. Il y avait 131 Espagnols appelés à comparaître, 101 étaient présents, je ne vous détaille pas pourquoi les autres ne l'étaient pas, on n'a plus le temps. Et puis, 61 personnes, c'est-à-dire sur les 101 présents, c'est pas mal, 60% vont bénéficier d'un non-lieu, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est à quelques jours du débarquement et que les juges font attention à ce qu'ils font, en cas de se prendre un attentat, comme c'était arrivé déjà pour celui qui avait fait guillotiner Marcel Langer. Et donc, il y a quand même une quarantaine de personnes qui vont être renvoyées vers le camp de concentration du Vernet. Et à partir de là, certains partent vers Dachau, bien connu, Ravensbrück pour les femmes, quelques-uns plus tardivement vers Buchenwald, le 31 juillet, tout ça de Toulouse. Mais il y a un petit convoi très intéressant qui mériterait une conférence spéciale vers un camp qui s'appelle Heidebrecht, qui est près d'Auschwitz. Et celui-là, donc, bon, voilà, et beaucoup des choses que je vous raconte ici ne sont pas dans les documents, par exemple la Fondation pour la mémoire de la déportation, le convoi du 20 juin, il n'est pas répertorié. Il y avait 43 personnes, c'était 43 résistants, 20 Espagnols, 23 autres étrangers, ils le mériteraient. Bon, ça fait des années qu'on a écrit là-dessus, mais bon, on n'a pas assez de force, vous voyez, et il y a beaucoup de travail. Donc, ceux qui avaient déjà accompli leur peine, là, donc, comme je l'ai indiqué, mais bon, j'ai passé un peu, ont été envoyés au Vernet en disant, vous avez accompli votre peine, donc vous restez pas en prison à Saint-Michel, non, on vous envoie au Vernet, mais du Vernet, quand les Allemands ferment, le 30 juin, c'est le dernier jour au Vernet, et le convoi du 3 juillet, c'est le train fantôme, le Dachau. Ainsi fut le triste sort de ces gens-là. Alors, sur les ordres de quelqu'un dont je n'ai pas encore mentionné la figure quelque part, qui pourtant apparaîtra, son portrait apparaîtra, celui qui commande donc depuis mai 1944 l'agrupation des guerrilleros espagnols, qui est la formation des guerrilleros espagnols rentrés dans les FFI, il s'appelle Luis Fernandez Juan, c'est un basque de Bilbao. Nous avons le plaisir de dire, il ne va pas aimer, mais ici, il y a son fils, Jean-Charles, là, juste là, à côté de vous, madame, là, oui. Donc, Luis Fernandez commande, donc il s'est expliqué dans tel ou tel élément de chronique ou dans des petits bouts de mémoire qu'il avait fait, il commande qu'on attaque le convoi qui va se rendre de la prison Saint-Michel jusqu'à la place du Salin. Et il détaille les choses en disant, il nous faut des uniformes allemands. On lui apporte des uniformes allemands, je ne rentre pas dans les détails. Ils n'étaient pas bons, ils n'étaient pas assez propres. Donc on recommence. Et après,
des incidents, des problèmes de voiture qui ne marchent pas. Ou, bref, ils n'ont pas pu attaquer le convoi. Sinon, peut-être aurait-il réussi à libérer une partie des Espagnols. Peut-être que les gens qui accompagnaient le convoi, qui étaient certainement la police française, étaient peut-être dans une époque où on faisait attention à ne pas trop répliquer, comme les juges. Quoi. Donc peut-être qu'ils auraient réussi, mais ça n'a pas eu lieu. Alors, ici, je veux mentionner donc, quelqu'un qui a été à la prison de Saint-Michel, mais qui a été tiré avec tout un groupe, une cinquantaine de prisonniers de la prison par les troupes allemandes qui, en partant, c'était vraiment des barbares, ce groupe-là, enfin, des Allemands, ils les ont emmenés à Buzet-sur-Tarn, et ils ont massacré tout ce petit monde, enfin, tout ce monde-là, dont cette figure, enfin, c'est un de ceux dont le nom est ressorti, Francisque Ponsard-Vidal, qui militait depuis très de bonne heure, depuis qu'il est rentré en France. Il militait donc au titre de son syndicat libertaire anarchiste, la CNT, dont j'ai parlé tout à l'heure pour une autre figure, dans une branche qui s'appelait les Amis de Londres. Comme leur nom l'indique, c'était des gens qui étaient en relation avec les Britanniques, même pendant la guerre d'Espagne. Et donc, c'est bon, un des héros de la résistance à Toulouse, sous une forme particulière qui est le réseau d'évasion. Ce n'est pas la lutte armée, c'est le réseau d'évasion. Et là aussi, on peut en parler si vous le voulez. Donc, gloire à ce personnage particulier. Il y a eu d'autres réseaux de passeurs, notamment en Ariège, qui mériteraient aussi beaucoup d'attention, mais on n'a pas le temps d'en parler. Alors, je vais m'acheminer vers quelques diapos là, finales. Je présente, sans les commenter, un certain nombre de visages que nous avons pu isoler, sur celui-ci, où là on a un nom, mais on n'a pas de visage, et le nom même est mal fichu. Donc, voici quelques personnages qui ont participé à la libération de Toulouse proprement dite. La libération de Toulouse, on la situe vers le 18, 19, 20 août, et donc, des fois on l'a faite le 19, des fois le 20. Bon, en tout cas, à la veille de la libération de Toulouse, celui qui est ici, là, pardon, celui-ci, donc j'ai parlé tout à l'heure, le général, parce que lui aussi a été général à la libération en même temps que Jean Blasquez, le général Lucien Juan, il a fait partie des gens qui ont assailli, il n'y a pas eu de coup de feu, mais ils ont assailli le commissariat du rempart Saint-Étienne, que beaucoup d'entre nous ont connu autrefois, c'était le commissariat central, pas parce qu'ils ont été prisonniers, je veux dire parce qu'ils le connaissaient, ils l'ont assailli, ils ont libéré les prisonniers, en cas que parce qu'ils craignaient qu'il y ait des exécutions, et ils n'avaient pas tort, puisque à la prison de Saint-Michel, voilà, donc Lucien Hernandez, qui était déjà en 1943 à Toulouse, donc chargé avec une mission, il était à la fois chef guerrière et à la fois chef FTP Moine. Donc, les autres personnages ici, j'en ai connu 2 ou 3. Antonio Benitez, je l'ai bien connu. Antonio Galvan, je l'ai bien connu. Ce sont des gens qui ont fait le coup de feu à la libération. Certains, comme ces deux-là que je viens de citer, ils étaient déjà dans l'action en 1943. Et dans ce qu'il y a ici, une seule femme. Quant à celui-ci, les chroniques de guerriers disent qu'il est tombé à la libération de Toulouse du côté du Grand Rond. Il me semble, quand j'étais jeune, qu'il y avait une plaque par là-bas, mais c'est ma mémoire d'ancien jeune qui me trompe peut-être. Je ne l'ai pas trouvé, nous n'avons pas trouvé de traces dans les ports. C'est dommage. Alors, je vais faire un sort particulier à celui-ci, Mariano Continente Casamian. Celui-ci, il apparaît porteur de ce drapeau, là, vous voyez, vous reconnaissez, puisque ce n'est pas un drapeau français, que ça peut être un espagnol. Enfin, il n'y a pas de drapeau anglais. C'est bon. Bande horizontale, c'est un drapeau républicain. Et de toute façon, il y a une légende derrière qui dit que c'est un défilé qui a eu lieu dans le Lot, à Cajarc, le 10 avril 1944, occupation de Cajarc momentanément, discours, distribution de tracts, drapeau français sûrement également derrière ou devant, je ne sais pas. Et donc, c'est un acte de résistance comme ça. Bon. Celui qui est en tête ici, là, au dos de la photo, son nom est donné. L'appartenance à l'unité combattante espagnole est donnée. C'est une unité qui est plusieurs départements. Le Lot est l'un des départements. Et le chef, c'est Vicente López Tovar, qui a une rue à Toulouse. Le colonel Vicente López Tovar, qui était déjà colonel en Espagne, qui a été le colonel à la Libération. Après, quand on accorde les pensions, on les dégrade d'un cran, lieutenant-colonel. C'est le chef de ces gens qui défilent. Et ça se passe le 10 avril 1944. Il fallait quand même avoir
un engagement solide pour prendre un drapeau républicain espagnol et défiler. C'est pour ça que quand dans les manifestations d'aujourd'hui, il arrive que quelques autorités prétendent nous empêcher de brandir le drapeau républicain espagnol, on les reçoit. Hein, on les reçoit, c'est inadmissible. Donc celui-là, vous voyez, il est dans cette photo. Cette photo se trouve au musée de la Résistance, mais elle n'est pas du tout valorisée. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une conférence de la Résistance et je leur ai un peu sonné les grelots là, en disant que c'est bien hein, d'avoir des fonds, mais il faudrait un peu s'en servir. Voilà, surtout qu'il y a une exposition dans laquelle cette photo aurait pu paraître. Alors, il se trouve que sur un monument qui se trouve auprès de la gare Matavio, ici, il y a un autre continent, Mariano, c'est son frère, qui lui est mort. Parce que le jour de la libération, dans les combats qui ont eu lieu devant la gare Matavio, qu'on célèbre chaque année, il y a un tireur pro-allemand qui l'a abattu. Il a été blessé, il est mort le lendemain ou le surlendemain. Donc, vous voyez, celui-là, le lien que je vous montre, c'est totalement inédit à notre corps défendant, mais parce que nous, on ne le cache pas, hein, on le raconte partout. Ça. Mais bon. Alors, ça, cette diapo, je vais la sauter, mais je vous le dis, ça mériterait aussi une discussion, c'est très important, et d'ailleurs, c'est une discussion avec nos amis de l'amicale de la 35e brigade, Marcel Langer. Bientôt, tu vas recevoir Alain Faure et André Magne, tu me disais, Jean-Charles, ben, c'est une discussion que nous essayons de maintenir. Les rapports étaient étroits, mais ce n'est pas la même chose. La 2e brigade de guerriers espagnols qui est créée à l'été 42, la 35e brigade de FTP-Mon qui est créée à l'automne 42, il y a des rapports importants. Ici, vous avez une liste de participants, enfin, de fondateurs de la brigade, d'après plusieurs ouvrages consacrés à l'histoire de cette brigade. Et parmi les 10 ou 11 qu'il y a ici, il y a 2 Espagnols, et pas des moindres, Linares, commandant, et Luis Fernandez, général. Donc, ça veut dire que les liens étaient forts, vous voyez. Et ça mériterait, c'est certainement des publications que dans le futur, nous parviendrons ensemble à réaliser, ça mériterait d'être analysé en détail. Et en particulier, je vais vous montrer un document qui est tout à fait intéressant, c'est celui-ci. Vous voyez ce document en bas, il est 25 février 1944. C'est le moment où il y a une réorganisation de la 35e brigade FTP-Moy et on demande aux 2 chefs d'aller sur d'autres postes. Lui, en fait, il va quitter les FTP-Moy pour aller s'occuper exclusivement des guerrilleros. Et lui, Jan Gerard, ben son nom de guerre, là, c'est Jean, et c'est Jan Gerard, un Polonais comme Marcel Langer, qui va être envoyé dans le nord-est de la France pour d'autres actions d'organisation et de lutte. Lui, le camarade de Serge, c'est Luis Fernandez. D'accord? Eh bien, il signe un adieu, un ordre du jour d'adieu à la brigade dans laquelle ils ont milité précédemment. Donc, ceci montre aussi des liens extrêmement étroits. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la façon de présenter les choses depuis des années, avec les films qui ont été faits, etc., il faut un peu quand même remettre les choses d'aplomb. Ils étaient imbriqués jusqu'à un grand degré, tout en ayant leur structure séparée. Les guerriers et la 35e brigade. Je l'ai fait vraiment au plus court. Alors, je crois que là, vraiment, sur Saint-Michel, que vous connaissez bien, la Bastille toulousaine, sachez que dans le centre d'interprétation qui a été créé il y a quelques années, dans le petit castelet là, qui a été maintenu, nous avons des gens là, de notre association ou de l'amicale de la 35e brigade, André Magne par exemple, et moi-même, on a écrit un certain nombre de biographies qui sont présentées dans cette Bastille toulousaine, et on a écrit aussi, enfin, on a constitué des listes, on va y arriver, voilà, une liste comme celle-là, mais moins longue. Ici, là, donc, nous l'avons mise à jour. 165 résistants espagnols, la liste continue. Hein. Dénombré combien ont été prisonniers à Saint-Michel. Quand j'ai préparé ce tableau pour la prison Saint-Michel il y a 3-4 ans, je pense qu'il y est toujours, et j'espère qu'ils me permettront de le mettre à jour, on était à 130. Mais petit à petit, on gratte, on vérifie. Donc, des résistants espagnols, pas des marchands au marché noir, là, pas des proxénètes, non, des résistants espagnols. On en a compté 165. Pareil, multiplié par les proportions là, de Français, de Toulousains, enfin, bref, c'est un nombre, ça ferait des dizaines de milliers de Français à Saint-Michel. Donc, c'est dire que les Espagnols ont vraiment payé beaucoup pour leur lutte.
voyez, je disais un chiffre plus tôt, là, 114 d'entre eux, là, parmi ces 165, ont été déportés vers les camps nazis. Sur la prison Saint-Michel, il y a une plaque qui est un peu vieillotte, qui n'est pas précise. On a proposé depuis longtemps, j'ai fait une proposition dans notre association pour compléter cette plaque, mettre des précisions. On nous a dit, ah non, c'est un monument. Attendez, un monument, mais ce n'est pas une raison pour y écrire des bêtises, j'allais dire un gros mot. Donc, c'est-à-dire que là, bon, il y a des choses qu'il aurait fallu arranger. Bon, donc, il se trouve que là, tous les gens qui sont là, sauf un, ont été reconnus morts pour la France presque immédiatement après leur mort. Sauf un, malheureusement, c'est l'Espagnol, vous voyez, Diego Rodríguez. On lui a écrit le nom Rollado, c'était Collado. Et là aussi, au bout d'un moment, à force de venir et d'assister aux cérémonies donc devant la présidence Saint-Michel, on s'est quand même posé la question. Personne n'a cherché qui c'était, on va le chercher nous-mêmes. On l'a cherché, on l'a trouvé. Il s'appelait Diego Rodríguez Collado. On a retrouvé un témoin qui était dans la cellule où on est venu le chercher quand on l'a fusillé. Ce témoin, il est mort il y a pas longtemps. Et il nous a dit que quand on est venu le chercher, l'Espagnol en question, il a chanté un paso doble espagnol en allant se faire fusiller. Avec un autre qui est fusillé le même jour, qui est Enzo Bodeas, qui est un jeune Italien de l'attentat des variétés. Alors, on est sommes peut-être en kikinant, mais depuis quelques années, depuis qu'en 2016, après beaucoup de gestion, enfin en espagnol on dit gestion, beaucoup de démarches, nous avons pu le faire reconnaître mort pour la France, ouf, hein, de 1944 à 2016, il était temps. On n'a pas de photo de lui, on en cherche. Eh bien, on a institué une cérémonie annuelle le 22 juin devant la prison Saint-Michel. Et ce qui nous fait de la peine, c'est que les personnels de la prison ne sortent jamais voir qu'est-ce qui se passe devant la prison quand on fait la cérémonie. Et donc, nous, on est très attentifs aux travailleurs de toutes sortes, en particulier dans ce centre d'interprétation, mais je vous assure que ça énerve, quoi. Ça énerve. Alors, évidemment, c'est peut-être pas de leur faute, ils n'ont peut-être pas l'autorisation. Enfin, bon. Mais c'est bien que nous fassions fonctionner des musées, des centres d'interprétation, mais enfin, prêtez un peu d'attention à la raison d'être de votre musée, quoi. Voilà, donc on fait des cérémonies. Je vais vous montrer des photos là, des 3 dernières cérémonies. On fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Mais là, vous voyez, par exemple, vous avez la fille du commandant Rios, qui est mort, qui était le chef national des guerrillas avant qu'il soit tué à Foix. Vous avez donc ici le fils de Ange Alvarez, qui est celui qui était le témoin donc, quand l'autre est parti en chantant Paso Doble. Et son père donc, est le premier évadé du train fantôme, donc il est très connu. Il a d'ailleurs été commandeur de la Légion d'honneur. C'est l'Espagnol le plus gradé de France du point de vue Légion d'honneur, mais on la donne à n'importe qui, hein, puisque vous voyez que Franco, il l'a toujours. Donc, il faut mesurer, quoi. Et puis ici, j'ai peut-être oublié quelqu'un, mais j'ai pris trop de temps, donc je ne le commente pas. Alors, je vous montre maintenant 2 images, 2 diapos finales. Bon, ça nous fait plaisir d'être parvenus. Évidemment, entre-temps, beaucoup de ceux qui nous avaient appris le chemin sont morts, c'est ça qui est triste, et nous-mêmes, on grisonne de plus en plus. Mais quand même, le 30 novembre 2024, la photo que je vous ai montrée à propos là, de l'attentat d'Ampalo, on l'avait en grand format. Monsieur le maire nous a aidé à la tenir quand on l'a présentée au public, il y avait beaucoup de monde, et on a pu mettre cette plaque, un texte un peu long, certes, mais c'est très difficile d'être utile si on est trop court aussi. Donc, dans cette plaque, nous racontons un peu des choses que je vous ai présentées. On évoque quelques noms pour qu'ils restent, et vous voyez que ça sert quand même, parce que c'est en passant par hasard devant cette plaque qu'une descendante de Manuel Sánchez Esteban, il y a quelques mois, elle passait par hasard devant, et c'est là qu'elle a dit « mais c'est mon grand-oncle ». Et elle a pris contact, mais elle ne sait rien sur lui, si ce n'est ce qu'elle a vu sur la plaque, mais il savait que… Bon. Donc, c'est utile quand même les plaques, vous voyez, parce qu'il n'y a pas que les Japonais qui passent avec des appareils photo, mais il y a aussi les Japonais. Voilà, donc, nous devons continuer ce travail d'identification et le faire sérieusement, en racontant des choses que nous vérifions. Donc, lors de la cérémonie, je voudrais insister là-dessus aussi, vous voyez, c'est son père qui était le chef de l'organisation, Jaime Nieto, dont je montrais la photo antérieurement, son fils, qui lui ressemble d'ailleurs un peu, on l'a retrouvé il y a quelques années, et il est venu de Madrid, enfin d'Alcalá de Henares, la patrie de Cervantes. Donc, mais il est venu avec 10 membres de sa famille, jusqu'à des arrière-petits-enfants.
Et les péripéties qu'on a fait subir aux Espagnols, qui les ont dispersés, c'est encore un sujet pour des questions éventuelles. Pourquoi ils ont été dispersés? Son père donc s'est retrouvé en Pologne après avoir fait beaucoup de prisons et de camps de concentration. Et donc, du coup, la famille qui est venue, ils sont venus d'Espagne, de Pologne et de Grande-Bretagne. Mais vous savez, faire un acte comme ça, après tant de recherches, pas pour nous, pas pour le plaisir de la recherche accomplie, mais pour se dire non, non, ça valait la peine parce que les petits-enfants, ils étaient là. Et pas que ces petits-enfants-là, il y avait aussi les petits-enfants d'autres gens du public, et c'est ainsi que l'histoire se constitue petit à petit. Je pense que c'est la dernière diapo. Oui, c'est la dernière. Pardon si j'ai été long. J'ai l'habitude de terminer, enfin, c'est une facilité là, plutôt que de montrer Guernica de Picasso. Bon, je vous montre un tableau de Picasso qui n'est peut-être pas le plus joli, hein, enfin, c'est pas la question, qui est au même endroit, c'est-à-dire au musée de la Reina Sofia à Madrid, et qui s'appelle, il a intitulé donc Monument Picasso, Monument des Républicains espagnols morts pour la France. Que ça inspire les autorités qui ne nous ont pas encore aidés suffisamment. J'ai cru qu'il levait la main, Marjolaine, mais non, c'est qu'il s'étire parce qu'il va y. D'accord. Bon, ok. Je vous remercie et pardon d'avoir été long.